Ce que tu vis n'est pas un accident. Et si tu écoutes attentivement, tu sentiras que quelque chose, depuis longtemps, cherche à attirer ton attention sous la forme d'un manque, d'une compulsion, d'un appel intérieur qui ne te laisse jamais en paix. L'addiction n'est pas une faiblesse morale, ni un simple dérèglement du corps, mais un langage ancien que ton âme utilise quand elle a été privée d'une vérité essentielle. On t'a appris à la combattre, à la cacher, à la médicaliser, jamais à l'écouter. Et c'est précisément là que le piège a été refermé. Car ce que tu nommes dépendance est souvent le masque d'une quête sacrée dévoyée, une tentative désespérée de rétablir un contact perdu avec une source d'énergie intérieure que le monde moderne a neutralisée. Depuis des siècles, certaines connaissances ont été fragmentées, édulcorées, rendues inoffensives, pour éviter que l'individu ne découvre la mécanique réelle de sa psyché et le pouvoir qu'elle exerce sur la réalité vécue. Jung lui-même l'a laissé entendre sans toujours pouvoir le dire ouvertement. L'addiction surgit là où l'âme réclame une initiation que la société refuse d'offrir. À la place du rite, on te donne un substitut. À la place du feu intérieur, une béquille extérieure. Et plus tu t'y accroches, plus tu t'éloignes de ce que tu cherches réellement. Si tu ressens ce tiraillement, cette impression d'être à la fois attiré et vidé par ce qui te domine, écris en commentaire la phrase suivante comme un signe de reconnaissance silencieux: je vois l'ombre derrière le manque. Reste ici jusqu'au bout, car ce qui va être dévoilé ne se trouve ni dans les manuels, ni dans les discours de surface, mais dans les couches profondes où se rencontrent la conscience, l'énergie et le réel. Abonne-toi à la Lumina. Laisse un signe d'approbation, non par automatisme, mais comme un engagement intérieur à regarder en face ce que d'autres préfèrent ignorer. Ce chemin n'est pas confortable, mais il libère, et ceux qui l'empruntent ne regardent plus jamais leur chaîne de la même manière. Si l'addiction prend racine si profondément, c'est parce qu'elle ne naît presque jamais dans le présent. Elle surgit comme une mémoire qui n'a pas été digérée, une charge émotionnelle ancienne qui cherche un exutoire. Le mal, être, que tu ressens aujourd'hui n'est pas uniquement le tien. Il est souvent l'écho d'une fracture plus ancienne, parfois invisible, parfois antérieure même à ta naissance. Carl Jung l'avait compris avant beaucoup d'autres. L'inconscient personnel n'est qu'une couche superficielle au-dessus d'un inconscient plus vaste, chargé d'images, de peurs et de douleurs héritées. L'enfance est le premier sanctuaire de cette accumulation. Ce que l'enfant ne peut ni comprendre, ni exprimer, ne disparaît pas. Cela s'enfonce. Chaque humiliation tue, chaque absence prolongée, chaque silence lourd, chaque amour conditionnel grave, une empreinte énergétique durable. L'enfant apprend très tôt une loi non formulée. Pour survivre, il faut s'adapter. Alors il se coupe de certaines émotions. Il étouffe ses élans. Il refoule sa colère ou sa tristesse. Ce refoulement ne s'évapore pas, il se transforme en tension latente, en manque diffus, en vide intérieur. Avec le temps, ce vide devient insupportable. Le corps et la psyché cherchent instinctivement à rétablir un équilibre. L'addiction apparaît alors comme une solution archaïque, presque intelligente dans sa logique inconsciente. Elle anesthésie, elle rassure, elle donne une illusion de contrôle ou de chaleur là où il y avait du froid. Ce n'est pas le plaisir qui est recherché, mais l'apaisement. Pas la jouissance, mais l'oubli.
Derrière chaque dépendance se cache une tentative de régulation émotionnelle que l'enfant blessé n'a jamais appris à accomplir autrement. Mais l'histoire ne s'arrête pas à l'enfance individuelle. Jung parlait de charges psychiques transmises, de conflits non résolus qui traversent les générations comme des courants souterrains. Les souffrances transgénérationnelles ne sont pas des métaphores poétiques. Elles se manifestent par des répétitions, mêmes schémas d'abandon, mêmes excès, mêmes autodestructions, comme si une dette ancienne cherchait sans cesse à être réglée. Ce que tes parents n'ont pas pu dire, ce que tes ancêtres ont dû taire pour survivre, continue d'agir à travers toi sous forme de malaise diffus ou de comportements compulsifs. Dans cette perspective, l'addiction devient un langage héréditaire. Elle parle pour ceux qui n'ont pas pu parler. Elle agit là où la parole a été interdite. Elle maintient en surface une douleur ancienne pour éviter qu'elle n'explose de manière plus violente. C'est pourquoi lutter frontalement contre elle, sans comprendre son origine, revient à renforcer le conflit intérieur. Plus tu attaques le symptôme, plus la blessure se crispe. Ce mécanisme explique aussi pourquoi certaines personnes, malgré la volonté, la discipline ou la connaissance, rechutent encore et encore. Elles tentent de corriger un phénomène visible sans entrer dans la chambre secrète où le mal-être s'est formé. Tant que la blessure originelle n'est pas reconnue, tant que le trauma n'est pas nommé intérieurement, l'énergie bloquée cherchera une sortie. La dépendance n'est alors que la forme la plus accessible de cette fuite. Comprendre cela ne te rend pas prisonnier du passé. Au contraire, cela t'en libère. Car ce que l'inconscient répète peut être transformé dès l'instant où il devient conscient. Là commence le véritable travail initiatique, celui qui ne supprime pas l'ombre, mais l'intègre pour qu'elle cesse de diriger ta vie depuis l'arrière-plan. Ce que peu osent affronter, c'est que le trauma ne se contente pas de blesser, il organise la personnalité. Une blessure profonde non reconnue devient un centre invisible autour duquel tout s'articule. Les choix, les relations, les excès, les évitements, même les valeurs affichées, se structurent souvent pour ne jamais rouvrir la plaie originelle. L'addiction, dans ce cadre, n'est pas un accident du parcours, mais une stratégie de survie devenue obsolète, un mécanisme ancien qui a continué à fonctionner alors que le contexte a changé. Le discours moderne promet une libération rapide. Comprendre, pardonner, relativiser, aller mieux. Mais ce langage évite soigneusement une vérité dérangeante que Carl Jung n'a jamais contournée. Le trauma ne disparaît pas parce qu'on le comprend intellectuellement. Il persiste tant qu'il n'a pas été traversé sur le plan symbolique et énergétique. Beaucoup de démarches contemporaines calment la surface, mais laissent intact le noyau. Elles apaisent le mental tout en laissant l'inconscient continuer son travail souterrain. C'est ici que naît le paradoxe. Une personne peut se croire guérie tout en ayant simplement déplacé son addiction. La substance devient un comportement, le comportement devient une relation, la relation devient une quête de validation, et la boucle recommence. Le fond reste le même, une tentative désespérée de combler une absence ancienne. Ce n'est pas un échec personnel, c'est une loi psychique. Ce qui n'est pas intégré revient sous une autre forme, souvent plus acceptable socialement, mais tout aussi contraignante intérieurement. Les blessures de l'enfance fonctionnent comme des sceaux. Elles enferment une partie de l'énergie vitale à l'instant du choc. Cette énergie figée ne disparaît pas, elle attend.
Elle attend une occasion de se manifester, parfois sous la forme d'une crise, parfois sous celle d'un attachement excessif, parfois par une dépendance silencieuse que personne ne remarque. Tant que cette énergie reste emprisonnée, l'individu vit en dessous de son potentiel réel, avec l'impression diffuse de manquer quelque chose sans pouvoir le nommer. Les souffrances transgénérationnelles renforcent ce mécanisme. Elles ajoutent au trauma personnel une loyauté invisible. Inconsciemment, beaucoup portent une douleur qui ne leur appartient pas entièrement. Par fidélité à une lignée, par identification à un parent brisé, par peur de trahir un passé lourd, guérir devient alors une transgression. Aller bien semble interdit. Se libérer donne l'impression de rompre un pacte silencieux. Dans ce contexte, l'addiction sert de compromis. Elle permet de survivre sans dépasser ceux qui ont souffert avant toi. C'est pourquoi certaines dépendances résistent à toute approche superficielle. Elles sont protégées par une fonction symbolique puissante. Elles maintiennent un équilibre fragile entre la douleur héritée et la vie présente. Les supprimer brutalement sans comprendre leur rôle revient à menacer l'architecture intérieure. L'inconscient se défend, parfois violemment. Il ne protège pas la dépendance par plaisir, mais parce qu'elle empêche quelque chose de plus ancien et de plus douloureux de remonter à la surface sans cadre. La véritable libération commence quand tu cesses de voir l'addiction comme l'ennemi et que tu la reconnais comme un messager mal compris. Ce regard change tout. Il ne justifie pas la dépendance. Il la replace à sa juste place dans le processus de transformation. Là où le monde moderne parle de contrôle, cette approche parle de réintégration. Là où l'on prône l'éradication, elle propose la transmutation. C'est à cet instant précis que l'initiation commence réellement. Quand tu comprends que ton mal-être n'est ni une fatalité ni une faute, mais une porte vers une connaissance intérieure que personne ne t'a appris à traverser. Et cette porte, une fois franchie consciemment, cesse de te consumer de l'intérieur pour devenir une source de clarté et de force. À ce stade, il est crucial de comprendre une chose. Tu ne te libères pas d'une addiction en la combattant, mais en retirant l'énergie qu'elle détourne. Tant que tu t'attaques uniquement au comportement, tu laisses intacte la source qui l'alimente. Le travail initiatique commence donc par un déplacement conscient de l'attention, non vers ce que tu fuis, mais vers ce qui souffre en toi. La première pratique consiste à reconnaître la blessure sans l'analyser. Chaque jour, dans un moment de calme, assieds-toi sans distraction et porte ton attention sur la sensation de manque elle-même, sans chercher à la satisfaire. Ne mets aucun mot dessus. Observe-la comme une présence énergétique dans le corps. Elle peut se manifester par une pression dans la poitrine, un vide dans le ventre, une agitation diffuse. Reste avec elle quelques minutes. Ce simple acte inverse une loi ancienne. Au lieu de fuir l'inconfort, tu l'habites. Et ce que l'on habite cesse peu à peu de gouverner dans l'ombre. La seconde étape est plus profonde. Elle concerne l'enfant intérieur, non comme une image psychologique douce, mais comme une mémoire vivante. Lorsque le manque surgit, pose intérieurement cette question sans attendre de réponse mentale. À quel âge ai-je appris à me couper de moi-même pour survivre? Laisse venir une sensation, une image ou même un silence. Ce n'est pas la précision qui compte, mais la reconnaissance. À cet instant, tu cesses de confondre le présent avec le passé. L'addiction perd déjà une partie de son emprise, car elle prospère sur cette confusion. Vient ensuite le travail transgénérationnel
souvent négligées. Prends conscience que certaines de tes souffrances ne t'appartiennent pas entièrement. Elles ont traversé le temps par loyauté, par amour inconscient, par peur de rompre l'équilibre familial. Une pratique simple consiste à formuler intérieurement cette phrase, sans émotion forcée. Je rends à ceux d'avant ce qui ne m'appartient pas. Répète-la lentement, comme un acte de restitution symbolique. Tu n'effaces rien. Tu remets chaque chose à sa juste place. Pour stabiliser ce processus, introduis un mantra, non comme une affirmation naïve, mais comme une clé vibratoire. Celui-ci doit être prononcé à voix basse ou intérieurement lorsque la compulsion apparaît. Je choisis la présence plutôt que l'oubli. Cette phrase agit comme un mot de passe. Elle ne supprime pas le désir, mais elle rappelle à la conscience sa position centrale. Répétée dans les moments critiques, elle reprogramme progressivement la réponse automatique. Il est essentiel d'éviter un piège fréquent. Vouloir aller trop vite. L'empressement est souvent une autre forme de fuite. Le travail initiatique respecte le rythme de l'intégration. Forcer une guérison revient à violenter l'inconscient, qui se referme alors davantage. Observe aussi les moments où tu remplaces une dépendance par une autre plus acceptable. La vigilance consiste à regarder les transferts, non pour les juger, mais pour les reconnaître. Enfin, souviens-toi que chaque avancée réelle s'accompagne d'un inconfort temporaire. Quand l'addiction recule, quelque chose d'ancien cherche à émerger. Accueillir cette phase sans dramatiser est un acte de maturité intérieure. Tu n'es pas en train de perdre un soutien. Tu es en train de récupérer une énergie capturée depuis longtemps. Ces pratiques ne promettent pas une transformation spectaculaire immédiate. Elles offrent mieux, une reprise progressive de souveraineté intérieure. Là où l'addiction régnait comme un maître invisible, la conscience reprend sa place. Et ce déplacement, discret mais profond, modifie peu à peu ta relation à toi-même, aux autres et à la réalité que tu expérimentes. Ce que tu viens de traverser n'est pas un simple discours sur l'addiction. C'est un renversement de regard. Tu as vu que le mal, être n'est pas une anomalie à corriger, mais un signal ancien qui indique un lieu précis où ton énergie s'est figée. Les blessures de l'enfance, les traumas silencieux, les souffrances transgénérationnelles ne sont pas des condamnations. Ce sont des mémoires actives qui cherchent une issue consciente. Tant qu'elles restent dans l'ombre, elles gouvernent. Dès qu'elles sont reconnues, elles se transforment. Retiens ceci. L'addiction n'a jamais été ton identité. Elle a été une tentative maladroite de te protéger, un rituel de substitution dans un monde qui a oublié comment initier ses enfants à la traversée de la douleur. En comprenant cela, tu retires à la dépendance son pouvoir mystique. Elle cesse d'être une fatalité pour redevenir ce qu'elle a toujours été. Un message codé, un appel à l'intégration, une invitation à reprendre ta souveraineté intérieure. La véritable libération ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre, mais à cesser de fuir celui que tu as été obligé de laisser derrière toi pour survivre. Lorsque tu réintègres cette part blessée, l'énergie qu'elle retenait se remet en circulation, et cette énergie modifie ta perception, tes choix, tes relations, et même la réalité que tu expérimentes au quotidien. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi psychique ancienne que peu osent regarder en face. Garde cette phrase comme une clé intérieure, à méditer lorsque le manque ou la confusion reviennent. Ce que je ressens n'est pas mon ennemi. C'est un seuil. Si cette parole résonne, écris-la en commentaire. Ce simple acte
n'est pas anodin. Il scelle intérieurement une décision de conscience. Si ce contenu a touché quelque chose de profond en toi, ne le garde pas pour toi seul. Partage-le à quelqu'un qui lutte en silence. Et surtout, abonne-toi à la Lumina. Cette chaîne n'est pas là pour distraire, mais pour révéler, couche après couche, ce que d'autres préfèrent laisser enfoui. Aime cette vidéo, reste présent pour les prochaines transmissions, car ce que tu as commencé à voir ici n'est qu'une première porte. Et une fois qu'on a entrevu la mécanique cachée du mal-être, on ne retourne jamais complètement à l'ignorance.